Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Fini l'époque où les femmes dépendent des hommes, elles le disent elles-mêmes, prônent leur autonomisation afin de participer au bien-être de leur foyer et de leur pays. Entre le fruit et son jus, lequel est conseillé par les spécialistes, pourquoi devrait-on privilégier l'un au détriment de l'autre? Un agronutritionniste nous en parle. L'hyperlordose lombaire, à ne pas confondre avec la lordose lombaire, est une maladie qui touche le creux au milieu du dos. Elle résulte souvent de certaines de nos postures. On en parle également dans ce journal. Et on ouvre ce journal par cette brève. Chaque année, le 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Elle célèbre non seulement la richesse des cultures du monde, mais aussi le rôle essentiel du dialogue interculturel pour la paix et le développement durable. Selon le discours d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, l'année 2019 a été proclamée année internationale des langues autochtones par l'Assemblée générale des Nations unies. Une initiative visant à faire prendre conscience de l'importance de la diversité linguistique, ceci dans un contexte où plus de 7000 langues sont parlées dans le monde, dont une majorité par des populations autochtones. Je l'annonçais en titre, plus question pour les femmes de dépendre de leur mari. Les premiers à en prendre conscience, ce sont les femmes elles-mêmes. Elles s'émancipent de plus en plus, mais au-delà, elles savent que leur autonomisation participe au bien-être de la famille et contribue à la réduction de la pauvreté. Autonomisation des femmes, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Gloria Oni. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome. Être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme
et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Les fruits contiennent beaucoup d'éléments nutritifs et sont consommés tous les jours. Certains, en lieu et place, préfèrent le jus de fruits. Mais entre le fruit lui-même et son jus, lequel est bénéfique pour la santé et pour quelles raisons? Fiak Aladaye est agronutritionniste. Il répond ici au micro de César Achadé et Baudelaire Cantini. L'habitude de dire celui qui a consommé du jus de fruit n'a pas consommé du fruit parce que le jus de fruit n'est rien d'autre qu'une partie du fruit. Le jus de fruit par définition c'est la partie liquide qu'on a extrait en fait des fruits. Donc il y a d'autres parties d'accord, qui ne sont pas consommées lorsque nous consommons le fruit qui sont aussi nutritifs. Si je prends par exemple la mangue, d'accord, ou l'orange par exemple, dont la peau est plus nutritive que la chair même. L'autre aspect de la chose aussi c'est la prolifération des jus qui sont vendus dans nos quartiers et dans nos maisons à des goûts réduits, c'est-à-dire à 100 francs et c'est bien crassé et tout. Vous voyez, c'est un danger, d'accord, une mauvaise habitude que nous devons arrêter, d'abord sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est le fait que c'est des produits glacés, d'accord, que nous consommons et les conséquences de la consommation de la glace sur l'organisme, les conséquences sont multiples et vous le savez, on ne sait jamais d'en parler. L'autre chose aussi, c'est que c'est des jus reconstitués qui sont fabriqués avec beaucoup de sucre, une quantité importante de sucre qui aussi ne cesse pas de faire dégâts dans l'organisme. Donc, autre que ces deux aspects de la chose, il y a aussi le fait que les producteurs, les dames qui produisent de ces jus-là dans les fronts, ont commencé par ajouter des colorants et des produits chimiques pour fabriquer en fait le jus qui en fait n'est pas du jus naturel. L'idéal c'est de consommer les fruits. Il y en a suffisamment de fruits dans nos pays. Dans les pays comme les nôtres, nous avons suffisamment de fruits toutes les saisons, aussi bien en saison sèche qu'en saison pluvieuse. On en a de sec, on en a de frais. Donc il faut aller à la consommation du fruit et non des jus de fruits. Et voilà qui est bien dit. La lordose lombaire n'est pas une maladie comme certains le pensent. Elle est plutôt une partie indispensable au squelette de tout être humain. Quand des anomalies surviennent, on parle alors d'hyperlordose lombaire. Elle résulte souvent de différentes postures, de la grossesse, des chaussures que nous portons et parfois des sacs à dos très chargés ou inappropriés. Le mal n'épargne pas les enfants, mais dans certains cas, il peut être traité. Reportage François Nissou, Marianne Bossémédé. Le squelette humain est composé entre autres de la colonne vertébrale et de la lordose lombaire. Cette partie du corps, pourtant considérée à tort comme une maladie, est essentielle pour tout être humain. La lordose lombaire, c'est la courbure de la colonne vertébrale qui donne une concavité postérieure au niveau de la zone lombaire, au niveau du rachis lombaire. C'est-à-dire le creux que nous voyons immédiatement après les fesses. On a besoin de cette lordose pour avoir une bonne résistance au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque nous avons des creux qui vont dépasser 5,5 cm actuellement au Bénin, on peut parler donc d'une lordose qui dépasse déjà notre norme. Il faut donc parler d'hyperlordose lombaire en cas de maladie. La pathologie peut être congénitale ou non. Toutefois, certaines habitudes telles que le port de chaussures à talons peuvent constituer des facteurs de risque. Et lorsque vous travaillez tout le temps dans une position qui crée votre lordose, c'est-à-dire une position de dos creux, vous pouvez augmenter à la longue votre lordose lombaire. Chez les dames, le port de grossesse, le port de sac à dos par exemple, quand c'est trop lourd, vous allez aussi augmenter la colonne lombaire. Chez les apprenants, le port de sac à dos inadapté prépare à une hyperlordose lombaire. Et si les enfants trouvent normal de tout porter pour éviter les corrections à l'école, les parents sont appelés à plus de vigilance. Il faut savoir que vous ne devez pas mettre plus de 10% du poids de l'enfant dans le sac. Si le sac pèse plus de 10% de son poids, c'est mauvais. Autre chose, il faut que l'enfant soit bien chaussé. Parce qu'il peut être bien chargé, mais s'il est chaussé correctement et que sa chaussure n'a pas des talons qui projettent son tronc vers l'avant, il n'y a pas de problème. Troisième élément, c'est que le sac doit être un sac adapté à l'enfant. Il ne faut pas acheter les gros sacs des adultes à son enfant. Le sac doit pouvoir s'arrêter au niveau des fesses. Si tous les cas d'hyperlordose lombaire ne peuvent être soignés, certains peuvent par contre être corrigés.
on peut rendre souple la colonne lombaire de façon à ce que cette colonne lombaire, lorsque même elle a une hyperlordose, qu'elle puisse vraiment faire le mouvement d'antéro-postérieur sans problème. Si c'est une personne déjà qui a un certain âge, on peut lui apprendre à faire des gestes pour pouvoir recorriger ça. Mais si c'est un enfant, il faut alors savoir qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est dû à la charge donc de son sac, etc. Mais mieux vaut prévenir que guérir. De saines habitudes peuvent aider à garantir une plus longue durée de vie à la colonne vertébrale et aux disques intervertébraux. Lorsque nous devons nous asseoir, rentrer correctement nos fesses dans les sièges. Utiliser des sièges qui ont des dossiers, donc qui ont le dos presque droit. Sinon, je veux dire droit. Lorsque nous nous asseyons dans notre voiture, redressons notre dossier pour que ça soit droit. Il faut toujours garder une petite lordose, même si vous êtes sur engin. Il ne faut pas effacer totalement sa lordose lombaire. Elle joue un rôle important dans l'équilibre physique et dans l'idéal, toujours consulter quand surviennent les premières douleurs. On prend à présent la direction du Festival international du film de Cannes où l'Afrique est bien au rendez-vous. Le Sénégal s'est illustré avec le film Atlantique de Mati Diop. Les acteurs du 7e art veulent se mobiliser pour développer les métiers du cinéma à travers un partenariat sud-sud. Et de belles opportunités de coopération s'offrent désormais aux pays africains. Envoyés spéciaux à Cannes, Massiré Faye et Fatou Diouf de la RTS. Depuis la création du Festival de Cannes il y a 72 ans, les cinémas de l'Afrique subsaharienne y sont très peu présents. Le Sénégal revient 27 ans après la sélection du film Yen de Djibril Diop Mambéty. En 2019, le pays de la Teranga se révèle au monde entier avec la sélection en compétition officielle de Mati Diop, symbole d'une renaissance du cinéma sénégalais. C'est vraiment cette renaissance à partir de la jeune création, de la jeunesse, le renouvellement d'un cinéma assuré en Afrique avec ces jeunes qui sont là à travers le film Mati de Mati Diop, Atlantique, que nous avons suivi et que l'État du Sénégal a eu à appuyer. Ce n'est pas n'importe quel film qui est sélectionné en compétition officielle à Cannes et qu'un film sénégalais soit choisi parmi les films en compétition après plusieurs années. Je crois que c'est un phénomène encourageant pour toutes les initiatives qui ont été prises, qui vont être prises, qui vont continuer à être prises pour que le cinéma sénégalais retrouve son lustre d'antan. C'est un objectif qui a été atteint dans la mesure où le financement initial a été fait par le Sénégal et ça a permis de lever les financements additionnels et complémentaires. Cela a permis au film de se faire. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que c'est une première dans l'histoire des films sénégalais ou africains qui sont présentés à Cannes. Rien que cette présence du Sénégal à Cannes est une victoire. De belles opportunités de partenariat sont nées avec les géants du cinéma mondial. Et vous avez vu tout le long de notre présence ici, le Sénégal est très sollicité pour partager de grands projets que nous avons. La Cité du cinéma, comme vous le savez, revient tous les jours avec les éventuels partenaires qui veulent être avec nous. La formation, beaucoup de structures viennent nous contacter. Des gens qui veulent faire de la coproduction. J'insiste beaucoup plus sur la coproduction parce que tout à l'heure, nous avons tenu une table ronde axée sur tous ces aspects liés au cofinancement et à la coproduction. S'il y a une forte conviction qui est partagée, c'est bien celle d'un cinéma fait par et pour les Africains. Cela nécessite un accompagnement des gouvernements africains et investisseurs privés. Il faut que le fonds continue, que le FOPICA continue à exister pour permettre aux cinéastes sénégalais et aux producteurs d'être plus performants. Il faut développer des accords de coproduction, il faut professionnaliser le secteur, développer l'écosystème de telle sorte que cela puisse marcher de manière autonome. Aujourd'hui, aucun pays ne peut faire son cinéma en autarcie tout seul. Et je pense que tout cela, tout ce que nous sommes en train de vivre sont autant d'opportunités à capitaliser pour permettre à ces investisseurs, à ces porteurs de projets de venir au Sénégal travailler pour un cinéma fort. Cannes, un point de ralliement des cinémas d'Afrique en cette 72e édition. Acteurs, réalisateurs,
producteurs du Sénégal, Côte d'Ivoire, Rwanda, Mali, Tunisie se sont rencontrés pour échanger et nouer des partenariats, une coopération sud-sud pour bâtir une industrie cinématographique dynamique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.